Mon invité aujourd'hui est à la tête d'une des startups françaises les plus prometteuses en intelligence artificielle, pionnière d'une IA dite de nouvelle génération, qui a fait ses preuves récemment en battant à plate couture 8 champions du monde de bridge. C'est historique à plusieurs titres, on en parle tout de suite dans la grande interview. Bonjour Véronique Ventos. Bonjour Delphine. Alors, vous êtes, merci beaucoup déjà d'être avec nous pour cet exercice de la longue interview. Vous êtes chercheuse en IA, cofondatrice de Nukai. Déjà, je voulais qu'on voit ensemble les différents types d'intelligence artificielle qui existent. Comment vous définiriez-vous déjà en tant que chercheuse en IA? Quel type de chercheuse êtes-vous? Alors, je suis une chercheuse qui se disperse. Enfin, disperse, c'est un grand mot. C'est-à-dire que depuis vraiment le tout début, depuis mes études, y compris ma thèse, j'aime bien changer de domaine, mais avec parfois quand même quelque chose de fédérateur. Donc, il y a Et qu'est-ce que c'est alors le fédérateur? Le point commun, votre domaine de prédilection? Alors, le point commun, je dirais que c'est vraiment la logique. La logique, qui est quelque chose qui peut être utilisé pour faire des maths, mais également pour faire de l'intelligence artificielle explicable. Et ça, c'est grâce à Daniel Kaiser, qui est un pionnier de l'IA et que j'ai eu la chance d'avoir comme encadrant. Mais c'est vraiment la logique, parce qu'il y a ce côté formel, j'aime les maths, et en même temps, ce côté espéranto pour pouvoir discuter avec l'humain. Oui, c'est ce que vous dites. Vous vous qualifiez davantage comme une chercheuse en IA matheuse plutôt qu'informaticienne. Qu'est-ce que ça change, ça, dans la façon de le concevoir, ce futur de l'IA? Alors, en fait, moi, je ne vais rien changer à moi toute seule déjà. Ça, c'est la première chose. Pour nous, une équipe de chercheurs, c'est une équipe justement où il y a des gens différents. Donc moi, c'est vrai que je ne suis pas très forte et j'aime pas tellement coder, mais maintenant, j'aime bien, voilà, ce que j'ai un petit peu dit, enfin, je ne vais pas m'étendre sur moi. Et en fait, chez Nukai, on a pu mettre ensemble cette équipe de chercheurs. Et le futur de l'IA, c'est une IA qui n'est pas monolithique, qui sait utiliser différents domaines. Donc, mon éparpillement, qui au départ était un petit peu spécial à l'université, finalement porte ses fruits parce que je suis assez à l'aise pour passer d'un domaine à l'autre, essayer de faire des ponts. Et le futur de l'IA, pour nous, c'est vraiment de pouvoir mettre ensemble des techniques. Et puis ensuite, évidemment, cette intelligence artificielle nouvelle génération qu'on est en train de développer. Qu'est-ce qu'on appelle l'intelligence artificielle nouvelle génération? Quelle est la promesse finalement derrière? Je disais explicable, collaborative, frugale. C'est vraiment nouveau ça comme notion déjà pour l'IA? Alors, ce qui est séparément, ça va pas être forcément nouveau. Hein. On n'invente pas, on part pas de zéro. Mais l'idée, en fait, le premier point qui va nous distinguer des approches classiques, en dehors du côté explicable, c'est le fait de mettre ensemble des méthodes, dont des méthodes explicables. Mais on ne se prive pas d'avoir, bien sûr, la puissance. On n'est pas en guerre, en fait. Il y a une guerre un petit peu de l'IA, mais depuis le début des temps, hein, entre ce qu'on appelle l'IA symbolique, avec la logique, l'IA plus numérique, les réseaux de neurones. Nous, on n'est pas du tout en guerre. On regarde, on essaye d'adresser des problèmes. Et c'est cette IA hybride qui est caractéristique de ce qu'on sait faire chez Nukai, puisque... C'est la seule IA hybride aujourd'hui qui ait fait ses preuves? À ma connaissance, je dirais oui, hybride à ce point-là. Jusqu'ici, on avait vraiment des spécialisations qui ne se parlaient pas ou qui ne travaillaient pas ensemble. Exactement. Pour des raisons, en fait, évidemment, ça, sur les applications, les GAFA, etc., c'est plus le côté hype, et puis le côté ça marche bien, et puis il y a plein de données, ça marche bien sur les photos, sur des choses, donc on va continuer à faire ça. Et sur la partie recherche, c'est tout à fait normal parce qu'il faut vraiment des mois pour arriver à communiquer avec des gens qui ne parlent pas le même vocabulaire que vous. On n'est pas dans les mêmes conférences. Donc c'est assez spécial de mettre des chercheurs ensemble qui vont enfin communiquer. Mais pourquoi ils le font? Ils le font parce qu'on avait justement ce magnifique challenge qui est très, en fait, porteur pour pouvoir recruter des gens. Alors, ce challenge, donc, c'était cette bataille entre une IA, donc finalement un logiciel, hein, et 8 champions du monde de bridge, des maîtres reconnus. L'IA, visiblement, n'a rencontré aucune difficulté
dans la bataille. Elle a battu les 8 champions du monde, donc, mais sur cette restriction sur une partie du jeu, c'était une première mondiale, mais heureusement pour nous et heureusement pour le bridge, qui est un jeu magnifique, on n'en a pas fini. L'idée, c'était vraiment d'utiliser le bridge comme bac à sable pour développer les nouvelles technologies dont on a parlé et ensuite les transférer sur des applications. Pourquoi le bridge, mais surtout au-delà de ça, pourquoi les jeux? Parce que finalement, Google Alphabet fait parler de lui dans ses programmes en IA quand il s'agit de combat sur le jeu de Go. Enfin, à chaque fois, on utilise finalement les jeux de société les plus classiques. Oui, tout à fait. Alors, les raisons pour lesquelles on utilise les jeux sont liées au fait que même si le jeu est compliqué, les règles sont simples. Donc, c'est plus facile de valider ou d'invalider. Et puis ensuite, et c'est ce qu'on a fait sur le bridge, c'est ce qu'ils font moins quand on a des approches purement numériques. Mais normalement, on est censé récupérer l'expertise des humains, puisque justement, l'humain, il faut le garder dans la boucle. Il sait faire des tas de choses que la machine ne sait pas encore faire. On est un petit peu dans le hype sur l'IA, mais... C'est-à-dire qu'en même temps, vous observez la manière dont jouent les humains face à la machine? Alors, c'est pas forcément les humains face à la machine, c'est leur passé de joueurs humains, en fait, les uns contre les autres. Donc, typiquement pour le bridge, on a récupéré les règles du bridge, on les a incorporées avec cette logique, on a incorporé des contraintes liées à la première phase, je ne vais pas rentrer dans les détails. Parce que vous êtes une vraie bridgeuse, bien sûr. Vous adorez ce jeu. Oui, donc, mais on ne va pas... moi, je ne le suis pas. Oui, non, mais ce n'est pas la peine. Mais ce jeu, en fait, comme vous l'avez dit, a des caractéristiques qui sont proches des applis de la vie réelle, donc telles que l'incomplétude, on prend sans arrêt des décisions avec un tout petit bout de l'information. Et on doit essayer de raisonner pour récupérer l'information cachée. Et puis, effectivement, on a un partenaire, des adversaires, donc les histoires de négociation, etc. Et enfin... Et c'est plus complexe et plus probant que le jeu de Go? Alors, c'est plus complexe puisque ça résistait, et ça résiste encore sur sa totalité à l'intelligence artificielle. La complexité, en fait, est différente. Je dirais que le jeu de Go, c'est un magnifique challenge. C'est vraiment... mais on va plus avoir des problèmes, en fait, de combinatoire, c'est-à-dire d'espace énorme. Mais on voit tout. On voit tout. On sait absolument quelles sont les pierres et quelle est la taille du goban, etc. Et donc, je dirais Alors qu'au bridge, c'est caché, finalement. C'est complètement on a caché. Des informations cachées. On a ces 13 cartes et les 39 autres, on ne sait pas trop où elles sont. Et il faut essayer de déduire intelligemment pour se balader dans cet espace. Et puis il y a des notions aussi psychologiques. Et on était très fiers parce que Nook, notre robot, n'a pas fait que battre les humains. Les humains nous ont fait le plus beau compliment. Ils ont dit, c'est la première fois qu'on joue contre un robot qui joue comme un humain. Et c'était... C'est-à-dire, ils sentent que ce n'est pas la puissance de calcul qui les a battus. Ils sentent qu'il y a une technologie nouvelle qu'on va bien sûr publier. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça, jouer comme un humain? Ça veut dire finalement avoir des failles, des fragilités, ça veut dire des erreurs? Ça veut dire aussi, surtout, profiter de la faiblesse, entre guillemets, des adversaires. Jusque-là, quand on travaille sur des jeux à info incomplètes, on considère que les adversaires ont toute l'info. Donc, on va considérer qu'ils jouent au mieux. Et ça, en fait, c'est pas bien joué. Un bridger, s'il considère que tout le monde joue parfaitement, eh bien, il va pas être bon, en fait. Il faut parfois comparer quelque chose qui, d'un point de vue probabilité, est meilleur à quelque chose où finalement on va faire une faute à l'adversaire parce qu'on sait qu'il ne connaît pas toute l'info. Il a un retour sur cette faiblesse. En fait. Alors je voulais retrouver, je l'avais noté, la phrase de Cédric Villani. Voilà, Cédric Villani, donc le président de l'Office parlementaire des choix, d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui est aussi médaille Fields 2010, qui a dit « Ce sont de fascinantes perspectives sur la compréhension des raisonnements probabilistes avec information cachée et d'explicabilité des algorithmes. » Est-ce que ça veut dire qu'enfin, on va vraiment pouvoir apporter une totale transparence sur les algorithmes? Alors, je dirais que on peut apporter, alors total, ça, je n'irai pas, je ne sais pas ce que ça veut dire total, parce que déjà les explications, ça va être très différent d'un domaine à un autre. Est-ce qu'on veut savoir pourquoi il a pris la décision, comment ils sont comportés, sur quoi il s'est basé, quelles données il a collectées au départ? Exactement. Ouais. Est-ce qu'il y a des biais de données? Moi, en fait, c'est aussi devenu à la mode. Au début, on était un peu tête de l'art. Je disais, moi, j'en ai marre du deep learning. On va mettre ça ensemble, on va faire de l'IA explicable.
inexplicable. Et il y a 4 ans, 5 ans, ben, on me disait mais non, c'est pas possible. Et puis maintenant, c'est vrai que c'est devenu à la mode. Mais explicabilité, il faut faire À la mode attention. parce qu'il y a une nécessité, parce qu'aujourd'hui en Europe, on est en train de créer des règles pour encadrer ce que les algorithmes aujourd'hui gèrent pour nous, finalement. Complètement. Donc il y a cet aspect qui est fondamental. Et jusqu'où on peut aller? Alors, qu'est-ce qu'on peut exiger comme transparence aujourd'hui algorithmique? Alors, ce qu'on peut exiger au minimum, c'est tout ce qui est prise de décision, que la machine soit capable de donner le pourquoi elle a pris cette décision avec le vocabulaire de l'expert, bien sûr. Oui. Pas parce que 12, 23, 48, etc. Voilà. Et grâce à cet espéranto, hein, j'en reviens à mon dada, la logique, c'est quelque chose qu'on peut faire. C'est quelque chose, on peut dire, voilà, j'ai pris cette décision parce que... Et à ce moment-là, l'expert va pouvoir dire, ah non, mais ça, c'est pas possible. Soit il y a un problème de biais, et dans ces cas-là, au moins, il est prévenu. Hein, il ne va pas se retrouver avec une grosse surprise à l'utilisation. Ou encore mieux, il va pouvoir faire progresser l'IA. Parce qu'il y a cette notion que nous, on pense que le futur, c'est surtout l'IA et l'humain qui collaborent, qui s'échangent des informations et qui arrivent ensemble à adresser des problèmes. Donc l'humain va être capable de nous dire « Ah ben non, puisqu'on lui dit « On a pris cette décision parce que ça, ça... » Ah, presque, mais ça, c'est pas tout à fait vrai. Et ça nous aide en fait à mettre à jour... Mais est-ce que c'est pas quand même déjà ce qui se passe? Est-ce qu'on peut vraiment dire que, je sais pas, par exemple, quand on a eu les révélations de Frances Haugen qui a laissé entendre que finalement, même les data scientists de Facebook ne savaient plus contrôler leurs algorithmes. C'est vrai, ça, c'est possible? C'est vrai. Ça, c'est complètement vrai. Non, ça, c'est complètement vrai. Ouais, bien sûr. Bien sûr, parce que quand on a... bon, je dirais qu'on n'est pas non plus dans la perte de contrôle complète, parce que pour l'instant, l'IA encore... Parce qu'il crée des réajustements aussi, sans cesse. Mais ils n'ont pas... c'est vraiment du calcul de... Comment dire c'est une étude de ce que vous faites, mais de ce que vous faites complètement... de manière numérique. Hein. Vous êtes là, vous cliquez, etc. On va agréger, on va dire, ah bah tiens, vous avez le même comportement qu'un tel, donc on va vous proposer les mêmes choses, etc. Ça manque de sémantique. Et cette sémantique, elle ne peut être apportée que par ce qu'on appelle les background knowledge qui permettent de... Et ça limite pas la capacité d'intelligence, on va dire, du logiciel, de la machine? Est-ce qu'on ne risque pas de revenir finalement à juste de la logique comme pourrait le faire un tableau Excel, quoi? Alors, ça serait le cas si on disait on veut mettre que de la logique. Et en fait, l'idée, c'est vraiment, d'ailleurs, nous, quand on est une parfaite illustration, c'est de mettre des modules ensemble. Il y a le module Deep Learning, dans Nook, parce que il se trouve que c'était très bien pour ça. Il y a des modules symboliques, parce que justement, on va pouvoir expliquer ce genre de choses. Il y a un module méthode arborescente, comme pour le Go, mais qui s'adapte. Donc, effectivement, ce serait un retour en arrière de dire revenons aux anciennes méthodes. Pas du tout. C'est pas du Donc tout. là, c'est vraiment une nouvelle génération qui prend en considération toutes les méthodes et les nouvelles exigences d'explicabilité. Je voulais aussi vous interroger sur le nom Nukai. Moi, j'ai fait mes petites recherches, mais alors, c'était difficile. Hein. J'ai trouvé en estonien le Nook, qui viendrait du latin, alors ça voudrait dire poupée, ou en tout cas le stade d'une vie, de la vie d'un insecte, qui suit le stade larvaire et précède la maturité. C'est ça qui vous a inspiré? Alors, pour être franche, absolument pas. Alors, d'où ça vient, Nukai? Ça vient du fait qu'on ne voulait pas, bien sûr, un nom où il y ait bridge, que ça soit ni français ni une autre langue. Et en fait, Nuka, c'est notre chienne. Sans le i, elle ne pense qu'à jouer. Donc on s'est dit, voilà, une boîte qui est basée à la base sur un jeu, Nukai. Bon, je vous ai donné une explication plus littéraire, on va dire. Voilà, on pourra s'en servir. Alors vous l'avez cofondé en 2018, mais donc vous êtes parti du monde de la recherche pour aller sur le monde de l'entreprise, de la start-up. Ça devient de plus en plus courant finalement, hein. C'est plus tellement un étonnement. Mais est-ce qu'il vous semble que ça reste quand même un grand écart, que c'est quelque chose de très différent de passer du monde de la recherche à celui de l'entreprise? Complètement. Et d'ailleurs, j'aurais jamais créé toute seule Nukai. Hein. Nukai, c'est pas moi. Je suis sur la partie recherche. C'est vraiment, bien sûr, il y a toute l'équipe, mais les deux cofondateurs, donc Jean-Baptiste Fantin, sans qui il n'y aurait pas de Nukai. Hein, parce que moi, j'avais mon idée de recherche, mais après, être capable de transformer ça. Et puis, moi, de mon point de vue,
Je pense que c'est bien justement, là c'est le côté hybride, mais science et business, donc voilà, c'est vraiment la personnalité des deux. C'est aussi un joueur de bridge, donc ça facilitait la tâche, parce qu'il voyait bien effectivement qu'il y avait du potentiel, mais c'est lui qui a imaginé notre parcours en fait, et pour l'instant c'est vraiment un succès, parce que on a tenu, on a levé peu au début. Bon, moi j'étais Alors vous en êtes où aujourd'hui? On est à quel stade là Alors là, en fait, de croissance? on est au stade où on a levé que 2 millions depuis 4 ans, ce qui est peu, parce qu'on a vraiment des chercheurs internationaux, une équipe fantastique. On est 20. Donc, Ouais. voilà. Alors que vous êtes dans ce qu'on appelle la deep tech, Ouais. donc où il y a d'énormes besoins d'investissement, puisque c'est de la Exactement. recherche. Et en fait, ça, c'est Jean-Baptiste qui a eu l'idée de dire non, on va lever ce qu'il nous faut, pas trop, on va voilà. Et puis, on va avancer avec, d'une part, la recherche sur le bridge, et pendant un an, c'était que ça. Et au bout d'un an, Jean-Baptiste a recherché les verticales qui collaient le mieux. Donc, on a avancé sur certaines verticales. Je ne dis pas qu'on va faire tout sur tous les domaines. Et là, on est arrivé à la phase où le challenge, on a montré que ce n'était pas que des mots, Oui. parce que nous, que c'est une IA frugale, on a dépensé 200 000 fois moins de ressources que Google, DeepMind pour AlphaGo. Ensuite, elle est hybride. Et puis, il y a dans le futur une collaboration homme-machine, justement, qui sera... Alors oui, on n'a pas parlé de cet aspect collaboratif de votre IA, de ces algorithmes de demain. Comment ça va fonctionner? Comment ça se concrétise, ça? Alors, on va les concrétiser. Sur le bridge, c'est très simple. C'est l'homme et la machine qui combattent l'homme et la machine, un petit peu. Et en fait, où chacun prend la main. C'est-à-dire qu'ils formeraient des binômes? Exactement. Pour dire, voilà, l'humain dit, moi, là, je sais faire. Après, il peut poser une question à l'IA. L'IA, vas-y, prends la main. Puis là, elle dit, pour moi, c'est pareil, mais toi, humain, tu sais mieux que moi, etc. Et ça, bien sûr, le transférer très vite, par exemple, sur la finance, pour récupérer l'expertise des financiers, faire des explications. Et c'est ça que je voulais dire pour le futur recherche. C'est ce qu'on appelle les cobots aujourd'hui, les robots collaboratifs. Alors là, je connaissais même pas. On emploie ce terme beaucoup dans l'industrie. Ouais, d'accord. Parce que c'est physique finalement, la machine, oui, c'est un robot physique qui collabore avec l'homme. Oui, mais il faut quand même que les deux s'entendent. Ouais, c'est ça. Et en fait, pour le futur, en fait, on prévoit très vite, parce que là, évidemment, avec le succès du challenge, on est approché par beaucoup de... Y compris des GAFAM, y compris Google, par exemple? Plus pour travailler ou pour... mais ça, c'était un petit peu dès le début. Palantir, après le challenge, évidemment, c'était DARPA, l'armée américaine, etc. Ouais, on est pas mal... Donc vous êtes très regardé du côté de l'Atlantique. Du côté de l'Atlantique. Et nous, ce qu'on veut, c'est accélérer, vraiment, faire une grosse levée cette fois, ce qui n'était pas le cas avant, parce que maintenant, on sait quoi en faire. Ouais. Faire une grosse levée avant la fin 2022 pour accélérer sur les verticales et puis commencer à en adresser d'autres. Voilà. Est-ce que vous avez besoin aussi d'un volume conséquent de jeux de données? Pas du tout. Enfin, non. Parce que vous me dites, oui, on pourrait travailler avec Google. Est-ce que Google pourrait vous fournir ces jeux de données, par exemple? Ça ne nous intéresserait pas. Nous, on n'a pas spécialement envie de travailler avec Google, ça c'est sûr. Mais c'est plus... Parfois, en fait, ça ne veut rien dire. Des fois, moi, j'ai des collègues qui maintenant sont chez Google. On se parle encore. C'est pas la guerre. Mais non, nous, ça, justement... Vous voulez rester une entreprise française, c'est ça l'objectif? Pas du tout. On peut s'internationaliser, etc. Mais par contre, avoir beaucoup de données, ça ne nous intéresse pas. On préfère en avoir peu, mais qui soit intelligente, qui ait une bonne sémantique et qui puisse justement nous servir. Donc travailler sur des expertises précises, donc pour des secteurs d'activité, dans quoi? Dans l'industrie? Vous pouvez donner des exemples? Oui, les exemples, c'est effectivement dans l'industrie. On travaille avec une compagnie aérienne et là, c'est pas beaucoup de données, c'est les données d'un expert au départ, ça marche très bien. La cybersécurité, évidemment. Donc c'est pareil, créer un langage intelligent au-dessus. Donc là, c'est vrai qu'on est un petit peu approché par les Américains, mais voilà, on espère pouvoir faire des choses, bien sûr, avant avec les Français. Maintenant, on a un campus cyber en France. Non, mais justement, se mobiliser sur cette question. Et justement, là, c'est complètement dans la boucle, puisque un des premiers partenaires qu'on a eu, c'était Thales. Et là, justement, la partie cyber, la ruche de Thales, on commence à
accélérer et on est très content. Bon, Véronique Vantaux, je voulais qu'on termine quand même sur le format interview express. Là, c'est vous répondez vraiment spontanément. Ce qui vous vient, ça peut être des réponses professionnelles ou personnelles. Première question, déjà, Véronique Vantaux, quels sont vos rêves? Mes rêves, ce serait d'arriver à faire, ça va paraître complètement bébé, mais d'arriver vraiment à faire en sorte que et les animaux et les humains bénéficient de nos techniques. C'est un vrai rêve. Des progrès autour de l'IA. Des progrès, de pouvoir me servir de cette superbe aventure pour faire du bien AI for good, mais du vrai AI for good, pas AI for money. Ça, c'est mon rêve. Est-ce que vous diriez que vous avez une idée fixe? Une idée fixe. Quelque chose que vous poursuivez ou pourchassez peut-être? Oui, le fait de ne pas m'ennuyer. Ça, c'est... Comment vous imaginez le futur? Le futur, je l'imagine pas beaucoup, en fait. Pourtant, vous travaillez dedans. Oui, mais... Vous l'inventez? Oui, je peux prévoir le futur en recherche, mais le mien, pas tellement. Je profite de l'instant présent. Et bien sûr, j'ai envie de voyager, mais envie de récompenser cette équipe, mais géniale, quoi. Géniale et très atypique, parce que venir bosser chez Nukai, c'était vraiment des profils et voilà. Et vous recrutez, j'imagine? Là, on va recruter, mais sur les verticales, donc dans d'autres locaux. Et on a des locaux superbes sur la butte aux Cailles qui ressemblent à une maison où justement Cédric Villani... C'est le cœur de la recherche. Voilà, et Cédric Villani a dit on se croirait à la maison. C'est super. Merci beaucoup Véronique Vantaux. Je rappelle que vous êtes chercheuse et cofondatrice de Nukai qui attire aujourd'hui les regards du monde de la tech. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un excellent week-end.